Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani, l'émission qui vous permet de débattre des sujets d'actualité, également des analyses très très intéressantes. Nous recevons aujourd'hui 3 invités, 2 hommes politiques et une observatrice politique. C'est pour parler de politique bien sûr, pourquoi l'instabilité dans certains partis après le décès des leaders. C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Au Mali, certains partis politiques sont confrontés à des crises internes après la perte du pouvoir ou la disparition du leader. On peut citer le cas de l'ADEMA PAJ en 2002, l'URD en 2020 et récemment le RPM. Ces crises mettent à mal la cohésion au sein de ces formations politiques, provoquant parfois des départs et des scissions. Mauvaise organisation du parti, ambition démesurée de certains membres, manque d'idéal ou de conviction politique. Qu'est-ce qui explique cette instabilité dans les partis lorsque le leader n'est plus? Nous allons en débattre avec nos invités. Mamadou Abdoulaye Diko de l'Union pour la République et la démocratie URD, Sékou Niamé Bathily du Rassemblement pour le Mali RPM et Fatoumata, Madame Samake Fatoumata Traoré, observatrice politique, enseignante, chercheur. Sékou Gadjigo va modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Merci, Madame Samake, et Monsieur Diko et Bathily. Tout d'abord, je voudrais commencer par nos hommes politiques ici, sur le plateau. Comment se portent vos différentes formations politiques aujourd'hui? Je commence par vous, Mamadou Diko. Bonsoir, Monsieur Gadjigo. Bonsoir à vos auditeurs, à vos téléspectateurs. Merci de cette confiance renouvelée. Nos partis ne se portent pas bien, il faut l'avouer, il faut le confesser. Nous avons, en tout cas pour ce qui concerne mon parti, il a des difficultés, il a des contradictions internes qui malheureusement sont sur la place publique et cela préjudicie beaucoup à l'image et à la réputation du parti. Mais c'est une organisation humaine. Et vous convenez avec moi que toute organisation humaine est appelée à connaître des difficultés du genre. J'espère simplement et je souhaite simplement que nous dépassions ça pour nous mettre en ordre de marche parce que malgré notre crise, malgré nos contradictions internes, notre parti, de par la force et la pertinence de son offre politique, continue à cristalliser l'espoir des populations maliennes. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette crise qu'a connue l'IRD ou bien que connaît l'IRD si la crise continue toujours? Je crois que les raisons, elles sont multiples. Je voudrais prendre quelques-unes pour essayer d'expliquer ma part de vérité. Vous savez, vous l'avez dit dans vos propos introductifs, que le décès des leaders impacte souvent la vie des partis. L'URD en a été victime. Notre leader Soumaïla Cissé, paix à son âme, dont le leadership est incontesté, nous a subitement quittés au moment où nous et l'ensemble du peuple malien s'attendaient le moins. Ceci a créé un traumatisme terrible dans nos rangs, une débandade entre guillemets dans nos rangs, et cela a donné naissance à des ambitions, pour ne pas dire à des prétentions. Malheureusement, au fil du temps, les ambitions ont jailli, les contradictions ont jailli. Et le point d'orgue a été quand certains membres de la direction du parti, conformément au statut, l'article 58 notamment de nos statuts, ont décidé d'aller à un congrès extraordinaire dont le seul mobile était de remplacer le président Soumaïla Cissé défunt. D'autres n'étaient pas d'accord avec cette façon de voir les choses, d'où nos divergences de vues, nos divergences de points de vue. Et malgré cette contradiction, l'écrasante majorité du parti a décidé d'aller au congrès extraordinaire le 16 janvier 2002 et nous avons élu un nouveau président en remplacement de notre défunt président. D'accord. Ceci a été, il y a eu d'autres implications. Un feuilleton judiciaire s'en est suivi et malheureusement
Nous sommes là-dedans encore, mais nous espérons très bientôt en sortir pour nous mettre en ordre de marche. D'accord, donc la crise n'est toujours pas définitivement terminée. Alors, Sékou Niamé Bathily, vous êtes du RPM, le Rassemblement pour le Mali, l'ancien parti au pouvoir. Aujourd'hui, comment se porte votre formation politique? Bon, je dirais que nous traversons pratiquement la même crise, peut-être de nature différente. Chez nous, ce n'est pas suite au décès du leader historique, qui est le président fait à son nom, Eladji Ibrahim Boubacar Keïta. C'était bien avant. Bien avant, nous avons connu cette crise-là en notre sein. Et depuis bien qu'on était au pouvoir, d'ailleurs. Donc ça n'a pas commencé aussi après la suite du régime. Je dirais bien ce sont des guerres de positionnement, mais aussi des ambitions des uns et des autres qui ont fini par avoir raison, en tout cas en ce qui concerne la quiétude au sein du parti. Donc moi je dirais aujourd'hui, le parti traverse bien sûr cette crise-là qui nous a amenés aussi devant les instances judiciaires qui est toujours en cours. Je dirais qu'il y a des pourparlers au sein du parti. Il y a un dialogue qui a été lancé. Nous nous préparons d'ailleurs à aller vers l'organisation d'un congrès. Parce que nous, je peux dire que la dissension actuelle est très concentrée sur la caducité du bureau politique national, qui peut-être le mandat a pris fin, bien sûr, le 25 octobre 2019. Mais suite à des arrangements politiques entre les mêmes camarades qui sont aujourd'hui devant les tribunaux, qui ont tous unanimement décidé de ne pas aller vers le renouvellement du BPN parce qu'il y a des élections qui profilaient à l'horizon à l'époque, les élections législatives. Donc, comme tout grand parti politique, les camarades se sont dit qu'en allant vers le renouvellement du bureau politique national, ça peut influer. Parce que le renouvellement des sections en milieu politique, souvent, il y a des frustrés. Et ces frustrés peuvent constituer aussi des blocs contre les partis qui peuvent jouer sur les résultats du parti aux élections législatives. Et c'est toute chose qui a fait que les camarades entre eux ont décidé de surseoir au renouvellement des organes et pour faire face à l'organisation des élections que nous avons remportées à l'époque avec 51 députés. Et la suite est connue par tous, parce qu'après, il y a eu la suite du régime qui a empêché l'organisation toujours de ces congrès. Donc, des camarades au sein du parti se sentent un peu peut-être frustrés et réclament l'organisation de ces congrès-là, même si eux-mêmes, avec les autres, ont décidé de ne pas organiser le congrès en 2019. Donc, je pense qu'il y a cet malentendu en notre sein, mais finalement, que nous arrivons à contrôler petit à petit et à aller vers peut-être le mois prochain, bien sûr, à l'organisation d'un congrès qui va encore plus unir les camarades et aller vers l'essentiel. Alors, Madame Samaké, d'un parti à l'autre, nous voyons que les causes de ces crises-là se ressemblent quelque peu. Vous, quand vous analysez, quelle lecture vous pouvez faire de ces crises? Comment vous l'expliquez? Ok, merci beaucoup, Monsieur Gadjigo. Merci à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Ma lecture de cette situation est la suivante. Je pense quand même que c'est une situation qui est déplorable parce que malheureusement, quand on regarde ces deux partis, c'est les plus grands partis du Mali, on va dire, pratiquement. En tout cas, il y a l'ADEMA, c'est vrai, mais ça fait partie quand même des plus grandes formations politiques du pays. Alors, voir que, voilà, il y a des dissensions de cette nature-là liées simplement à une question de leadership ou à une question de personnes frustrées par une situation quelconque ou tout simplement parce qu'on ne veut pas respecter les textes, je trouve que c'est une situation déplorable. Cela dit, l'analyse que je fais de ça, c'est que malheureusement, quelle que soit la grandeur des formations politiques au Mali, souvent on manque de formation idéologique. C'est-à-dire qu'il l'a dit dans ses propos à un moment en parlant de camarades, je sais que le mot est bien choisi, hein, parce que souvent c'est des regroupements de camarades. Ce n'est pas forcément lié à une vision politique, à une idéologie politique défendue
par une majorité, mais c'est beaucoup plus lié à un phénomène de coïncidence. Souvent même ça va jusqu'à la connivence pour pouvoir mettre en place une structure qui est censée leur apporter quelque chose à l'avenir. Parce que moi je dirais la plupart des personnes qui vont dans les partis politiques, moi je les qualifie comme les personnes les plus intelligentes. Parce que quelque part, on voit que c'est au sein des partis politiques que la politique intérieure ou bien même la direction de la nation est décidée. Et en adhérant à un parti politique, surtout les grands partis politiques, on sait qu'on peut forger son avenir. Et la plupart des personnes qui se lancent dans la politique, ce n'est pas par conviction personnelle, c'est tout simplement voir quel parti peut m'apporter le plus d'avantages. Et en ce moment, quand vous venez sur cette base dans un parti politique, même si le leadership est assuré par quelqu'un qui veut quand même aller plus loin en termes d'idéologie, malheureusement, les personnes qui sont à côté, souvent qui ne laissent pas transparaître leur dessein, va quand même s'étaler au grand jour, le jour où il y aura des questions d'intérêt en jeu. Donc je pense que c'est lié à ça. Il y a certainement d'autres raisons. On ne peut pas tous les énumérer, mais je pense quand même qu'au fil du débat, on va revenir à d'autres situations. D'accord. Nous allons demander à M. Diko ainsi, il partage cette analyse, il est d'accord avec ces quelques raisons que vous venez d'évoquer, manque de formation idéologique, manque de conviction politique, plus focus sur l'intérêt personnel que sur l'intérêt collectif. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, en partie. Je voudrais quand même la remercier parce qu'elle a reconnu que ceux qui prennent de leur temps, de leur énergie pour se lancer dans la politique sont des personnes intelligentes. Et cette intelligence, nous voulons la mettre au service de notre pays. C'est tout le sens, en tout cas, de mon engagement politique. Comme je l'ai rappelé, c'est des organisations, c'est des constructions humaines. Dans les constructions humaines, les intérêts individuels, les prétentions peuvent constituer un véritable goulot d'étranglement. C'est le cas dans les partis, c'est le cas en dehors des partis. Cela ne doit pas être un obstacle ou bien une source de démotivation. Je pense que la force humaine, c'est la capacité à transcender les obstacles, à transcender les écueils pour se forger le chemin. Et je pense que ceux qui prennent en tout cas de leur temps pour s'engager dans la politique sont animés, sont nourris par cet idéal-là. C'est le cas, c'est mon cas et j'imagine que c'est le cas de tous ceux qui s'engagent véritablement dans la politique. Maintenant, je ne comprends pas un engagement qui ne repose pas sur un socle de conviction. Un homme sans conviction, un homme dépourvu d'idéal ne peut pas la politique seulement, ne peut absolument rien réussir. Je considère que ceux qui s'engagent en politique, en tout cas au sein de mon parti, malgré nos divergences de vues, comme je l'ai rappelé, nous sommes tous mus par la volonté inébranlable de servir notre pays. Nous l'avons démontré. Nous avons fait 7 ans dans l'opposition. Nous avons eu l'occasion d'aller au gouvernement. Le feu Ibrahim Boubacar Keïta a fait montre d'une générosité extraordinaire, nous invitant à le rejoindre au gouvernement. Pour des raisons de conviction, pour des raisons de vision, nous n'avons pas été. Donc, notre engagement ne s'explique pas par la recherche d'un intérêt personnel quelconque. Autrement dit, nous aurions fait autre chose. Mais est-ce que vous-même, souvent, vous n'êtes pas beaucoup plus soucieux de la massification au niveau du parti que de la sauvegarde de l'idéologie du parti? Je crois qu'il faut souvent... Les gens voient les partis de loin. Il faut être à l'interne pour savoir que même nos réunions statutaires constituent des espaces d'école. C'est des écoles, c'est la confrontation des idées, c'est la confrontation des visions. Rien que nos réunions statutaires. Tu prends une réunion, nous avons 2 réunions importantes au sein de notre parti. Nous avons ce que l'on appelle le secrétariat exécutif, SE, et les réunions du bureau exécutif national. C'est des moments de grande contradiction, où les idées s'affrontent, où quelqu'un qui a envie de se former au plan idéologique, au plan, d'animation, sur le plan animation des débats, c'est une véritable école. Et j'invite tous ceux qui peuvent à venir s'inscrire dans cette école. Bien sûr, les autres, nous le faisons, mais nous sommes également limités par les moyens.
Surtout que maintenant, comme vous l'avez dit, les partis, c'est une période de disette actuellement. Les financements sont coupés, mais malgré ça, nous nous évertuons à organiser nos instances ordinaires et statutaires. Il vient de rappeler qu'un congrès extraordinaire, le congrès, c'était un moment d'expression de tous les courants, venant de tous les horizons. Donc nous avons effectivement, avec beaucoup de difficultés, nous essayons de faire en sorte que la tâche d'animation, de formation qui nous est dévolue par la loi et les textes de la République, nous essayons avec beaucoup de difficultés à nous acquitter de cette tâche-là. D'accord. À vous entendre tous les deux, vous parlez de tenue de congrès, d'autres choses, mais est-ce que ces partis-là ne sont-ils pas régis par des textes? Pourquoi ces textes-là ne peuvent pas vous permettre d'éviter ces genres de crises-là? Non, bien sûr. D'ailleurs, nous, en notre sein, c'est d'ailleurs le respect de ces textes-là qui nous a conduits. Parce que certains d'entre nous n'ont pas compris les mécanismes. Sinon, on est régi par la loi 05-047 du 18 août 2005, portant charte des partis politiques, qui, dans plusieurs de ces dispositions, le fonctionnement même réel des partis politiques sont déterminés. Nous aussi, nous avons nos statuts et règlements intérieurs du parti. Et d'ailleurs, par souci du respect de ces textes-là, parce que je me rappelle encore en fin 2021, nous avons voulu organiser une instance du parti qui est le comité central, qui était obligatoire parce que c'est l'une des conditions pour avoir aussi le financement public qui est accordé par l'État aux partis politiques, 0,25% des recettes fiscales. Donc c'est lié à l'organisation de ces instances au sein du parti. Donc le bureau politique national a eu le souci d'organiser le comité central enfin vers décembre. Ce comité central aussi, pour être en conformité avec l'idéologie, les objectifs, l'orientation du parti, parce que le parti s'est inscrit dans la dynamique d'accompagner la transition pour l'organisation des élections générales le 27 février 2022. Et pour cela, le collège électoral devait être convoqué en fin 2021. Donc, obligatoirement, un parti qui s'inscrit dans ces cadres-là, on ne peut pas demander aux autorités d'organiser une élection alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de désigner un candidat à ces mêmes élections-là. C'est pour ne pas être en porte-à-faux avec nos orientations politiques, nous avons organisé le comité central qui est une instance du parti pour les militants eux-mêmes. Parce qu'en ce moment, nous avons 55 sections à l'intérieur du pays ici au Mali, et 32 sections de la diaspora. Et les représentants de toutes ces sections étaient réunis ici à Bamako pour non seulement proposer une relecture de nos textes, mais aussi désigner un candidat pour le parti pour les élections présidentielles. Et voilà, c'est suite à cet exercice-là que d'autres camarades, peut-être qui n'ont pas compris la démarche, qui ont eux-mêmes pris part à cette instance qui est le comité central, mais qui par fini n'ont pas approuvé les décisions de la majorité du comité central. Donc moi je peux dire que les textes, la gouvernance des partis politiques, ça pose problème, il faut le dire réellement. Il faut aussi rappeler que beaucoup de nos partis ont Surtout quand vous n'êtes plus au pouvoir. Non, moi je ne dirais pas surtout quand on n'est plus au pouvoir. Mais est-ce que vous préparez l'après-gouvernance, l'après-gestion du pouvoir? Vous savez, le pouvoir au Mali, c'est tout un problème. Parce que souvent, en arrivant au pouvoir, celui qui porte le projet du parti, qui est le candidat du parti, qui accède au pouvoir, vient au pouvoir avec des camarades. Encore une fois, j'aimerais bien préciser à madame que notre appellation camarade, là, ça s'agit des camarades de lutte. De lutte. La lutte est fondée sur des visions pour nous. Donc c'est pourquoi dans les milieux politiques, on est familiarisé à ces termes-là, les camarades politiques, etc., etc. Donc moi je peux dire que souvent, celui qui porte la candidature vient avec des camarades avec lesquels il a eu à faire de longs chemins. Mais une fois au pouvoir, on voit que d'autres considérations sont souvent amènent à ce que le leader qui est président prenne des décisions souvent qui ne favorisent même pas la vision politique portée par son parti et au sein duquel souvent il y a du favoritisme.
donc qui vexe aussi les militants du parti, ça crée beaucoup de frustration. C'est pourquoi je dis, nous, on est arrivé ici, nous avons fait 11 ans dans l'opposition. Et durant ces 11 années dans l'opposition, les camarades, bien sûr qu'il y avait des dissensions, bien sûr qu'il y avait des contradictions. Ça existe pour tout parti politique. Mais une fois arrivé au pouvoir, le parti est devenu ce très grand parti, la première force politique au Mali, avec plus de 200 maires, près de 3000 conseillers communaux et une majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça crée une guerre de positionnement qui fait que peut-être d'autres intérêts entrent en jeu et souvent aussi nous dévient de la vision réelle même du parti. Moi, je pense que cette crise de croissance, le RPM l'a connu et c'est ce qui nous impacte actuellement. D'accord, nous avons posé la question aux Maliens, qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation, le fait que les partis s'émiettent, si on peut le dire, en plus des tensions, il y a des départs, il y a des scissions. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout cela? Certains Maliens ont donné leur avis sur la question. Je vous invite à l'écouter. Souvent, il y a beaucoup de difficultés auxquelles les autres membres sont confrontés, généralement dues au fondateur lui-même. Quand le chef des partis politiques décède, toujours il y a des problèmes. Aujourd'hui, on voit des camps comme au niveau de l'URD et RPM. En fait, souvent, les textes ne prévoient pas ça. Quand le promoteur n'y est plus, le parti disparaît. Et pour qu'il n'y ait pas de telle situation, il faut que pour la création d'un parti, que tous ceux qui vont être membres ou sympathisants adhèrent à une même cause. Les partis sont très souvent confondus au premier responsable. Il y a plusieurs cas que je ne vais pas citer. Mais ça fait partie des tares de la démocratie médiane. Le militantisme aussi n'est pas bien expliqué, c'est une des tares. Pourquoi pas l'État même qui doit gérer ces problèmes pour avoir une solution sur ces problèmes. Sinon les problèmes existent et on n'a encore pas avoir une solution pour ça. Madame Samake Fatoumata Traoré, vous venez d'entendre ces réactions, c'est des avis. Comment vous trouvez ces avis-là? Bon, je trouve que c'est des avis très intéressants et je pense aussi que c'est des avis qui sont fondés dans la mesure où la plupart du temps, je pense que j'ai entendu parler, par exemple, du fait qu'il y a une seule personne au sein du parti qui fait le leadership du parti. On va dire qu'il y a le culte de la personnalité. Donc, au sein des partis politiques, donc je pense que cette situation s'explique un peu par ça, parce qu'on voit que dans la plupart des partis, il n'y a pas un mécanisme de mobilisation de ressources propres. Il n'y a pas un plan de mobilisation de ressources qui permet à ce que chaque membre du parti puisse mettre la main dans la poche pour contribuer à l'évolution du parti. Donc, ça fait que, puisque je n'ai pas mis mon argent, je suis venu pour avoir. Donc, ça te met dans une position, je vais dire, tu as tout simplement envie d'avoir les avantages, mais tu n'as pas de devoirs. Tu as juste des droits au sein du parti. Et il y a une autre question qui est liée à la question de gouvernance. Parce que vu que c'est le culte de la personnalité qui est promu, et ça fait que cette personne-là va penser qu'il peut faire la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que c'est moi qui décide, parce que c'est moi qui finance. C'est moi qui décide parce que les autres n'ont pas contribué. Et ça amène la plupart des chefs de partis politiques à prendre des décisions qui ne sont même pas partagées. Souvent même pas avec le bureau politique national, souvent même pas avec les militants les plus proches. On décide, on fait ce qu'on veut, alors que dans un parti politique, je pense, comme on l'a dit, si réellement l'idée c'est avoir une vision commune, défendre un idéal, c'est important que chaque membre s'exprime sur une problématique, une question donnée. Et on voit que dans la plupart de nos partis politiques, même avec l'avènement de la démocratie, il n'y a pas cette démocratie dans la prise de décision au sein du parti politique. Et en même temps, ce que j'ai constaté aussi au sein des partis politiques, c'est que quelque part, je pense l'un d'entre vous l'avait dit tantôt, c'est qu'il y a le favoritisme, c'est-à-dire que des personnes qui arrivent de nulle part et qui menacent peut-être les positions d'une personne qui a beaucoup contribué, qui semble avoir donné toute son énergie au parti.
et qui est délaissé au profit d'une nouvelle personne, soit qui vient avec de l'argent, soit par une influence extérieure, ou bien tout simplement par favoritisme pour des raisons qui ne sont pas souvent très connues du public. Donc ça crée des frustrations forcément et ça amène beaucoup de gens à voir est-ce qu'il ne faut pas aller voir ailleurs, est-ce que vraiment cette idéologie qu'on est en train de prôner, est-ce que c'est incarné par le premier responsable? D'accord. Mamadou Diko, culte de la personnalité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vos partis-là sont vraiment des partis au sens vraiment propre du terme, quoi? Avant de répondre à ça, je voudrais quand même réagir à quelques propos de madame. D'abord, personne n'est suffisamment fort pour pouvoir prendre en charge le financement d'un parti. Pour le cas précis de l'URD, ce n'est pas du culte de la personnalité qu'on voue à quelqu'un. Nous avons un leader. Nous avions un leader charismatique, d'une très grande notoriété, de par les fonctions qu'il a occupées. C'est le cas aussi, j'imagine, du président défunt du RPM, Ibrahim Boubacar Keïta. Mais il était le fondateur aussi du parti? Oui, fondateur, là, un parti est toujours fondé par plus d'une personne, au moins par deux. Tu prends le RPM, tu prends l'URD, Soumaïla et Ibeka, paix à leurs âmes, sont appelés les présidents fondateurs parce qu'ils en ont été ceux qui ont joué un rôle majeur de par le leadership qui était le leur, de par le parcours politique à des hautes fonctions de l'État qui a été le leur. Ils ont sans nul doute impacté, ils ont sans nul doute apporté plus que les autres. Mais un parti, c'est une construction humaine. Comme on dit les Bambara, le parti, c'est tout le monde. Je le répète encore une fois, personne n'est suffisamment nanti pour prendre en charge seul le financement d'un parti. Bien sûr, un homme, de par la confiance que les militants le vouent, peut être celui qui joue les premiers rôles, sans qu'on ne tombe dans le culte de la personnalité. À l'URD, je dois l'avouer, le débat il est intense. Au vivant de Soumaïla, les questions majeures se discutent en réunion du bureau exécutif national. Et souvent, nous restons longuement. Souvent, Soumaïla Cissé était mis en minorité. Un démocrate qu'il est, il acceptait. Mais ceux qui sont de l'extérieur pensent que oui, Soumaïla est le patron, il en impose, ça ne se passe pas comme ça. Soumaïla même l'a dit à plusieurs reprises qu'après lui, d'autres au sein de l'URD peuvent continuer le combat. Certains estiment qu'il y a certaines arrivées qui ont mis en mal la cohésion au sein de votre parti. Je parle du cas de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé et de Mamadou Igor Diarra qui sont venus au parti il y a quelques années et beaucoup estiment que c'est ce qui a été à l'origine de toute cette tension. Vous savez, cette arrivée de ces deux personnalités dont vous venez de parler est instrumentalisée pour nourrir certaines ambitions. Instrumentalisée par qui? Instrumentalisée par certains des nôtres pour nourrir une prétention. En vérité, Boubou Cissé et Mamadou Igor, ils viennent grossir le rang de l'URD. Personnellement, j'éprouve beaucoup de fierté d'appartenir à un parti avec ces deux personnalités. Pourquoi? Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, tout parti voudrait avoir des gens au parcours aussi brillant. Même si vous n'avez pas le même idéal. Nous avons le même idéal, c'est pourquoi ils sont venus. Si nous n'avions pas le même idéal, ils ne seraient pas venus. Je rappelle que Mamadou Igor a dissous son parti dans le nôtre, dans l'URD. Boubou est dans la continuité de l'engagement politique qui est celui de sa famille. Toute sa famille est URD. Lui, pour des raisons qui lui étaient personnelles, n'avait pas franchi le pas du militantisme politique. Il l'a fait, il a choisi l'URD et cela nous honore. Moi, personnellement, j'éprouve beaucoup de fierté, encore une fois, de faire partie d'un parti politique qui compte dans ses rangs ces deux personnalités. Maintenant, le débat, il est transporté ailleurs, comme je l'ai dit, il est instrumentalisé pour nourrir des ambitions personnelles. Ils sont aujourd'hui dans une épreuve judiciaire, ils ont dit ce qu'ils en pensent dans des communiqués respectifs, je n'en dirai pas plus. Ce que je peux dire en revanche, c'est que sans doute,
ces deux personnalités ont apporté du sang neuf, ont apporté un souffle nouveau à notre parti. Et moi, je m'en réjouis. D'accord, c'est Kougname Bachili. Il y a un de nos auditeurs qui vient de le dire dans ce micro-trottoir qu'on a écouté. Les partis sont souvent confondus au leader, ce que vous appelez le président fondateur. Ouais. Est-ce que aujourd'hui il n'y a pas un moyen d'éviter cela? Et si oui, comment? Moi, j'estime qu'il est temps que nos partis politiques, ce n'est pas que les RPM, beaucoup de partis sont confrontés au même problème de leadership. Souvent, on confond les partis à la personnalité du leader. Et ça fait très mal souvent dans la démarche des choses. Moi, je dis récemment, notre problème émane de là. Parce que durant tout notre parcours, les RPM, il n'y a jamais eu de primaire. Nos textes même ne prévoient pas de primaire pour désigner les candidats à l'élection présidentielle. Les textes actuels que nous avons dans les partis. IBK de tous les temps a été le candidat idéal, le candidat naturel du parti. Donc il n'y a jamais, ce débat-là n'a jamais été posé. Donc à chaque fois qu'il y a élection présidentielle, donc immédiatement c'est le BPN à travers le comité central qui s'est réuni et décide de la candidature du parti. Et les partis, il faut les rappeler aussi, beaucoup de nos partis ont été créés autour de la personnalité du leader. Je n'ai pas besoin de rappeler l'histoire, comment l'RPM a été créé. C'est suite à des crises au sein de l'ADEMA, des dissensions bien sûr, que des camarades se sont donné la main pour créer l'RPM, mais autour de la personnalité de Ladji Ibrahim Boubacar Keïta à l'époque. Donc on voit déjà que depuis, il y a des militants qui n'arrivent pas peut-être à se sortir de ce gymnastique politique et qui n'arrivent pas à comprendre que non, le parti, ce n'est pas IBK. Il y a d'autres qui le pensent comme ça, qui pensent que le parti, c'est le leader, parce que le parti a été créé autour de lui, le parti a été créé pour le porter à la magistrature suprême. Donc, s'il n'est pas là, ça crée en tout cas beaucoup de frustration. Moi, je suis d'accord avec celui qui a avancé en tout cas cette thèse-là. Et ça ne fera pas que les RPM, ça fera beaucoup de partis politiques au Mali. Et nous nous acheminons, nous, de notre côté, vers l'organisation d'un congrès. Et c'est l'occasion pour nous de relire nos textes et de prévoir beaucoup de choses. Et aussi de nous questionner, de nous interroger sur la gouvernance interne même du parti, les choix des candidats lors des élections et beaucoup d'autres questions. Et aussi pour soulager les militants, les militantes et les militants et les sympathisants du parti aussi. Et sinon, au sein du parti, il y a beaucoup d'espaces aussi qui permettent de faire des discussions, de jaillir des contradictions souvent aussi, et ça existe, il y a des espaces pour ça. Mais encore une fois, il est très difficile souvent de convaincre certains militants que les candidats, les présidents du parti, les présidents fondateurs, comme certains aiment le dire, moi je ne suis pas très familiarisé avec cette appellation. Mais il y a des camarades qui le disent maintenant, et comment les faire comprendre que non, un parti c'est une vision, c'est un idéal commun, ce n'est pas autour d'une personne. Et c'est là où j'ai rejoint Madame Samaké par rapport aux sources de revenus qui animent nos partis politiques. Nous avons assez de problèmes à ce niveau aussi, parce que les militants, dans leur grande majorité, ne contribuent pas. Il n'y a que quelques-uns qui mettent la main dans la poche et qui pensent être les décideurs aussi souvent, et qui sont aussi qui pèsent souvent dans les choix des hommes. Ce n'est pas qu'au niveau national du parti, mais même dans les sections, dans les sous-sections, dans les comités. Souvent, ceux qui sont les premiers responsables des organes, c'est eux qui financent les activités du parti, c'est eux qui payent la location du siège, c'est eux qui font tout. Et à l'arrivée, s'il y a lieu de choisir un candidat, évidemment, bien naturellement que ça sera eux. D'accord. Nous allons parler des conséquences de cette situation et d'abord sur ces partis-là. D'abord, Madame Samaké, quelles peuvent être les conséquences de ces crises, de ces guerres au sein de ces partis-là sur la santé de ces formations politiques? Je pense que la conséquence est connue. C'est ce qu'on voit actuellement sur le plan national.
l'effritement de la plupart des grands partis politiques, la création, en tout cas à longueur de journée, de nouveaux partis politiques. On voit également des mutations d'un parti à un autre qu'on appelle le nomadisme politique. On voit aussi le fait que, pour l'instant, au Mali, la plupart au sein des partis politiques, dans la plupart, je vais dire, les militants n'ont pas connaissance des textes fondamentaux du parti politique. Vous allez prendre 1000 militants, vous leur posez la question pour dire quelle est la vision de votre parti politique, ils ne peuvent pas. Ces personnes-là ne peuvent pas te le dire. Quelle est sa vision? Quel est l'ancrage idéologique même de son parti? J'ai fait une étude là-dessus et j'ai pu comprendre cela. Et cette situation est très grave parce qu'on est quand même dans un pays où il y a une charte des partis politiques, il y a une loi électorale, il y a même le financement des partis politiques où l'argent qui est donné n'est pas destiné à être utilisé ailleurs qu'à la formation politique des militants. Mais est-ce que les partis même travaillent à ça? Justement, je pense qu'on ne travaille pas à ça et je pense que la conséquence est que nous avons des citoyens qui ne sont pas suffisamment engagés au sein du parti politique, qui ne défendent pas une idéologie politique, qui peuvent à tout moment être conduits à aller vers d'autres formations politiques en fonction de leurs intérêts, en fonction de leurs aspirations. Et finalement, je pense que ça met à mal la démocratie. Parce que dans la démocratie, ce n'est pas pour rien qu'on parle de majorité et d'opposition. C'est justement pour que les personnes qui sont dans la majorité et qui ont une vision politique assumée puissent être, en tout cas, mis à mal quand il y a une opposition qui défend le contraire et qui semble être l'intérêt, en tout cas aller dans l'intérêt supérieur du peuple malien. Mais malheureusement, si on n'a pas réellement un baromètre qui permet de savoir que cette idéologie nous permet d'arriver à tel résultat, je pense que c'est la navigation à vue et malheureusement, nous ne pouvons pas avoir les résultats escomptés qu'on espère de ces grands partis politiques. Mamadou Dicko, les conséquences de cette situation sur votre parti, l'URD précisément, dans un contexte où les Maliens font de moins en moins confiance aux hommes politiques. Je vous laisse la responsabilité de ce propos. Vous n'apportez aucun baromètre qui vous permet de dire ce que vous venez de dire, que les Maliens ne font pas confiance aux partis politiques. Vous savez... C'est un constat qui est là depuis le renversement de l'ancien régime. Nous avons entendu beaucoup de réactions des Maliens ici sur la classe politique. Comme vous n'avez pas entendu la réaction aussi de beaucoup de Maliens. Il y a une majorité silencieuse. Vous savez... Il n'y a pas de construction démocratique, il n'y a pas de construction d'un État démocratique sans parti politique. Je comprends tout le procès, même tout à l'heure autour de cette table, il a exclusivement été question d'un procès RPM-URD. Nous l'acceptons parce que nous avons décidé de mettre notre intelligence, notre énergie, notre santé, notre lucidité au service de notre pays. Nous acceptons des coups pareils. Mais dites-moi un secteur de la République où il n'y a pas de dissension. Les partis politiques, je l'ai dit, nous avons des contradictions. Nous sommes faits pour être en contradiction parce que nous débattons. Les autres, allez-y savoir ce qui se passe, il n'y a pas de débat. Mais pas de crise jusqu'à vous amener devant les tribunaux. Si les hommes ne s'entendent pas, le tribunal, les républicains, n'en viennent pas aux armes ni à la main. Ils défèrent leurs prétentions devant la justice. C'est elle, dans la République fonctionnelle, qui a mission de trancher entre les hommes. Cela est une constante. Ceux qui vont divorcer saisissent le juge. Ceux qui sont opposés pour des intérêts commerciaux, etc., s'adressent au juge. Ça ne pose aucun problème. Je ne suis pas d'accord avec le discours de diabolisation injustifiée contre les partis politiques. Moi, je me reconnais, je me revendique leader politique. Il se revendique leader politique. Je suis convaincu que nous avons fait moins de mal à notre pays que ceux qui prétendent nous vouer aux gémonies aujourd'hui. Il faut sortir de la généralisation et accepter. Et c'est un débat que moi, sur lequel j'ai réfléchi il y a très longtemps. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes fragilisé aujourd'hui? Sans nul doute, nous sommes fragilisés parce qu'il y a tout un dispositif
mis en place pour nous fragiliser. C'est à nous de nous organiser pour continuer à répondre aux attentes de nos populations. Nous reconnaissons, nous faisons notre introspection, nous reconnaissons que tout ne nous a pas marché. Les partis politiques qui ont eu à gérer le pays ne l'ont pas amené là où on aurait souhaité. C'est le cas, je le dis amicalement à mon ami du RPM, tous les espoirs placés en Ibrahim Boubacar Keïta en 2013 n'ont pas été comblés. Sinon, il n'y aurait pas Ante Abana et toute la suite. À l'URD, nous n'avons pas répondu sans nul doute à tous les rendez-vous. Je fais partie de ceux qui pensaient qu'il fallait aller au gouvernement pour sauver la République. Parce que je suis convaincu que si l'URD avait accepté d'accompagner Ibrahim Boubacar Keïta en 2019 à l'occasion de la formation du gouvernement Dr Boubou Cissé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui ne se seraient pas passées. Parce que notre parti allait constituer un puissant relais pour relayer la parole, pour relayer l'action du gouvernement à l'époque. Beaucoup de choses auraient été évitées. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce qui devait arriver arriva, mais ça ne justifie pas qu'on joue à la généralisation. Chaque acteur politique a eu à assumer un rôle. Il a occupé une responsabilité. Jugeons les gens en fonction des responsabilités qu'ils ont assumées. Évitons des généraliser. Sékou Niamé Bathily, il n'a jamais été ministre. On ne peut pas lui reprocher les errements, les irresponsabilités, la mauvaise gouvernance qu'on imputerait à un ministre de son parti. Ce n'est pas acceptable. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le discours qui consiste à généraliser. Chacun, la société civile, qui se cache derrière pour tirer sur les partis politiques, elle a été appelée aux responsabilités publiques ici. Elle a été députée, elle a été ministre, elle a été tout ici. Mais je comprends que c'est un discours, c'est trop facile. C'est pourquoi j'invite, et là j'invite le RPM, j'ai envie d'inviter l'ADEO, j'ai envie d'inviter l'URD pour qu'on se retrouve pour un débat, pour dire qu'est-ce que les partis politiques incarnés par ces trois, parce que qui ont quand même géré, ils appartiennent au même tronc, l'ADEMA, de 2092 jusqu'à peut-être 2020, excepté la période ATT, qu'ils disent aux Maliens ce qu'ils ont réussi. Et j'avoue qu'ils ont réussi beaucoup de choses. Ils n'ont pas sans nul doute tout réussi, mais le bilan qui est le leur aujourd'hui permet de reforger la crédibilité due au parti politique, parce que ce n'est pas l'homme politique qui le veut. L'homme politique, c'est le sacrifice continu. C'est le don de soi en permanence. C'est la disponibilité entière et totale au service de son pays. Et j'avoue, le citoyen qui franchit le pas pour aller vers ça mérite plutôt des encouragements que des récriminations. D'accord. Sékou Niamé Bathily, l'URD, le RPM, madame le disait tout à l'heure, de grands partis, quand ces partis sont en crise, est-ce que ça ne dessert pas notre démocratie, notre jeune démocratie? C'est indéniable qu'actuellement nous traversons une crise. Ce n'est pas que l'IRD et l'RPM, beaucoup de partis politiques, et l'État malien même traverse une crise. Et ça depuis une décennie. Donc il faut le reconnaître. Même au sein de la société civile, il y a beaucoup d'organisations qui aussi vivent des situations pareilles, peut-être qui n'ont pas été... La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas devant les tribunaux, pour certains. Mais vos crises-là ne sont pas liées à la crise de l'État malien, quand même. Ou bien ils sont liés. Quand vous parlez tantôt des conséquences là, moi j'allais en venir. Parce que souvent aussi les régimes en place, les autorités, pour certains, impactent sur la vie des partis politiques d'une façon ou d'une autre. Nous le savons. Nous suivons de très près les crises qui traversent nos différents partis, et nous sommes des observateurs souvent aussi lointains de certains agissements externes qui influent sur la vie de nos partis. Nous le savons. Une des conséquences aussi, madame l'a dit, le nomadisme politique, c'est une des conséquences, parce que nous savons qu'il y a d'autres aussi qui profitent de ces crises-là pour essayer de débaucher dans nos partis politiques et grandir, en tout cas les rangs d'autres partis politiques. Et il y a des influences externes aussi, parce que nos crises aussi profitent à d'autres. Il y a des influences externes. Mais moi, j'ai fait seulement un petit rappel. Rapidement. Et sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, imagine que nous, IBK a pu nommer 106 ministres. Parmi les 106 ministres, il y avait 30 du RPM. Il y avait en tout cas 31 ministres des partis alliés, c'est-à-dire nos alliés, ADEMA, etc. Mais il y avait 57 ministres répartis entre la société civile et les forces armées et de sécurité. Pour vous dire que c'est pour appuyer ce que
camarade a dit, pour dire tout simplement que la gestion à ce niveau-là... Vous n'étiez pas le seul responsable. Responsable, bien sûr. Ce n'est pas imputable qu'aux partis politiques, la société civile et les forces armées ont accompagné les régimes décis. D'accord, cela est bien compris. Nous n'avons plus qu'une minute. Nous allons donner le mot de la fin à Mme Samaké, qui avait évoqué quelques moyens pour éviter ces genres de crises, la formation idéologique, permettre à tous les adhérents de comprendre, connaître l'ancrage politique. Est-ce qu'aujourd'hui, madame, il peut y avoir d'autres solutions pour éviter de telles crises dans ces partis? Un problème a toujours une solution. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit ces grands partis politiques ou d'autres partis naissants, je pense qu'il est important aujourd'hui de faire une rétrospective de la situation que ces partis-là ont vécue, de manière à poser vraiment les jalons vers un parti fort, un parti qui fédère un idéal commun, qui forge un destin commun, qui a une idéologie commune, de manière à ce que les citoyens lambda qui intègrent un parti politique sachent que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas juste pour venir se faire les poches. Parce que quand on dit par exemple que moi, en tant que chef de parti politique, je ne suis pas comptable de cette situation parce que j'ai été ministre, quelqu'un d'autre aurait pu mieux gérer que moi, on n'est plus dans un parti politique. Parce que quand on est dans un, on s'assume. Et c'est la formation idéologique qui permet d'inculquer une certaine valeur aux militants. Et si ces militants-là dérapent, quand ils sont en fonction, on doit les rappeler à l'ordre et on doit carrément les mettre de côté pour que cette situation ne perdure pas et que d'autres n'empruntent pas le même chemin. D'accord, et ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Nous parlions des partis politiques, pourquoi l'instabilité après le décès des leaders. Nos invités étaient Mamadou Diko de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, Sékou Niamé Bathily du RPM et Madame Samaké Fatoumata Traoré, observatrice politique et enseignante-chercheur. Ce débat a été mis en onde par Seydou Dao. À la régie vidéo, il y avait Mamadou Ouattara. Sékou Gadjigo vous l'a présenté. À demain pour un autre numéro.